Kamal Jumblat, le leader druze du mouvement national, est le premier à en faire les frais. Il est abattu à quelques mètres d'un barrage syrien. L'OLP, soutenu par la Syrie, lance des opérations terroristes depuis le Liban contre Israël. Les tirs de Katyusha puis l'assassinat de l'ambassadeur israélien à Londres donnent le prétexte aux Israéliens d'envahir le Liban. Le 6 juin 1982, les troupes de Tsahal attaquent. Sur le terrain, les Syriens et les Israéliens convergent vers le même intérêt: éliminer l'OLP. Israël pour des raisons stratégiques, politiques et sécuritaires, et la Syrie pour posséder la carte palestinienne. Ainsi, l'armée syrienne n'engagera pas de combat terrestre contre Tsahal. Cette complicité sur le terrain oblige Arafat à quitter Beyrouth sous les bombardements israéliens, puis l'oblige à quitter Tripoli au nord Liban sous les bombardements syriens. Une fois de plus, la population libanaise subit la guerre des autres et paye son tribut de victimes et de souffrances. La tragédie continue. En août 1982, Béchir Gemayel est élu président de la République libanaise. Il réussit à rassembler les Libanais et la majorité de ses adversaires autour de sa demande de retrait des troupes syriennes et israéliennes. Il sera assassiné 20 jours plus tard par la Syrie. Peu après, l'ONU vote la résolution 520 stipulant le retrait de toutes les forces étrangères du Liban. Après avoir éliminé l'OLP, la Syrie enclenche entre 1984 et 1988 les longs combats interconfessionnels. Les Druzes se battent contre les chiites. Les chiites du Hezbollah et du mouvement Amal se battent entre eux, et Amal se bat contre les sunnites et contre les derniers éléments armés palestiniens échappant au contrôle de la Syrie. La Syrie essaye d'imposer par la ruse les accords tripartites. Ces accords, véritables précurseurs des accords de Taïf, permettent aux milices de tous bords de s'accaparer l'État. Les milices chrétiennes se divisent à ce sujet et Samir Jaja se rebelle contre Eli Obeika au prix de centaines de morts. En parallèle, la Syrie utilise le terrorisme et les prises d'otages au Liban et partout dans le monde afin d'arriver à ses fins. À l'approche des présidentielles de 1988, le président syrien Assad réussit à duper les Américains. Il obtient leur feu vert pour sa mainmise totale sur le Liban en contrepartie de sa promesse d'engagement dans le processus de paix régional à venir. En septembre 1988, et en vertu de l'accord Murphy-Assad, les Syriens essayent d'imposer aux Libanais un président nommé par leurs soins. En apparence, le Liban reste une démocratie avec ses institutions, et au fond, le Liban est vidé de lui-même pour n'être plus qu'une province syrienne gouvernée par l'intermédiaire de marionnettes libanaises. Le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Michel Aoun, ainsi que le chef de la milice des forces libanaises, Samir Jaja, s'y opposent. Le 24 septembre, le général Aoun est nommé Premier ministre de transition par le président sortant Amin Gemayel. Le général veut contrer ses plans en essayant de préserver les institutions et de rétablir l'autorité de l'État. Il ferme les ports illégaux qui servent au trafic d'armes, de drogue, de contrebande et qui privent l'État de ses ressources. Piqués au vif dans leurs propres intérêts, les Syriens y répondent par des bombardements intensifs et meurtriers. Ils visent les quartiers musulmans en accusant l'armée de le faire. Mais le moufti sunnite de la République n'est pas dupe. Il dénoncera ces tirs et sera assassiné peu de temps après. Face à l'agression syrienne, le général n'a dès lors que deux choix, celui de la soumission ou celui de la résistance. Le 14 mars 1989, il déclare la mobilisation générale face aux armées d'occupation. Il fixe la libération comme objectif principal pour la survie du pays. À court terme, cette option lui permet de préserver l'indépendance de la décision libanaise. À moyen et long terme, elle permet de reconquérir la souveraineté du territoire en bénéficiant d'un climat régional plus favorable. La victoire de la résistance libanaise lors de la bataille de Souk el-Garb en août 89 encourage la population à résister sous les bombardements syriens qui atteindront parfois jusqu'à 20 000 obus par jour.
La diplomatie américaine et saoudienne pousse les Libanais à accepter les conditions syriennes. Les députés libanais élus il y a 20 ans, et dans un fait sans précédent dans une démocratie, se rendent à Taïf en Arabie Saoudite où ils sont sur le point de capituler face aux Syriens. Le général réagit vite, il dissout la vieille assemblée et convie à des élections libres sous l'égide de l'ONU afin de redonner la parole aux Libanais. Les ex-députés n'entendent rien et signent des accords qui permettent aux Syriens de rester éternellement au Liban. Début novembre 1989, le député Moawad est le premier président libanais à être désigné directement par la Syrie. Mais ce dernier gagne ses lettres de noblesse en refusant d'engager bataille contre le général. Le 22 novembre 1989, jour de l'indépendance, René Moawad paye de sa vie ce refus. Il est assassiné par ceux-là même qui l'ont mis au pouvoir. 3 jours plus tard, le même scénario. Elias Haraoui est nommé président à 2 pas d'une caserne syrienne. Il demande aux troupes de Damas d'intervenir. La menace syrienne grandit. Le général Aoun propose de quitter son poste s'il n'a pas l'appui des Libanais dans sa résistance. La réponse ne se fait pas attendre. Le raz-de-marée populaire ainsi que la mobilisation internationale empêchent in extremis l'intervention syrienne. Damas préfère alors voir les milices libanaises éliminer Michel Aoun de l'intérieur, donnant au combat un caractère de guerre civile. Ils usent de la ruse et arrivent à duper, à travers la diplomatie américaine, le patriarche maronite ainsi que le chef des forces libanaises en leur faisant accepter l'idée que Taïf était la seule échappatoire à l'impasse politico-militaire. Au mois de janvier 1990, l'ambassadeur américain McCarthy déclare son étonnement de voir les milices libanaises inactives face au général. Quelques jours plus tard, les milices enclenchent l'opération Stella visant à éliminer Michel Aoun et à prendre en main la partie est de Beyrouth. La folie meurtrière ne connaît plus de limites. Pour contrer les manifestations, les milices tirent dans la foule. L'armée libanaise stoppe l'avancée des milices au prix de lourdes pertes. La Syrie, n'arrivant pas à résoudre l'obstacle à Aoun par milices interposées, va se jeter dans le combat final. Le 13 octobre 1990, à 7 h du matin, l'aviation syrienne bombarde le palais présidentiel de Baabda. L'ambassadeur français René Alla transmet au général la condition syrienne de cessez-le-feu, celle qu'il se rende à l'ambassade afin de signer la reddition. La présence de l'ambassadeur devant être une garantie pour les Syriens. Les troupes de Damas ne tiennent pas compte de la reddition et enclenchent de violents combats et massacrent les soldats qui se rendent. Désormais, plus personne ne peut faire face à sa présence. La Syrie impose sa vision de la démocratie. Dani Chamoun et sa famille sont assassinés une semaine plus tard. Le général Aoun sera exilé en France. Samir Jaja se rendra compte de la duperie et essaiera de prendre les rênes de l'opposition, mais il est déjà trop tard et son retournement lui vaudra son emprisonnement jusqu'à ce jour. 1000 fois prise, jamais soumise. Fidèle à cet adage, Beyrouth ne se résigne pas face à la défaite. En 1992, les Syriens essayent d'imposer des élections truquées pour légaliser leur présence, mais 88% des Libanais boycottent les urnes. Dès lors, la Syrie, à travers ses collaborateurs libanais, va permettre la naturalisation de centaines de milliers de Syriens afin de modifier les résultats des votes. Aujourd'hui, de la démocratie, seul reste le nom. La Syrie nomme les présidents, désigne les gouvernements et impose les députés. Tous les officiels libanais sont devenus des marionnettes qui n'ont plus aucune représentativité. Les partis politiques sont vidés de leur contenu et de leurs membres pour être présidés par les hommes de main de Damas.
Mais les Libanais ne se résignent pas, les étudiants se constituent en comité et forment le noyau dur de la résistance. Ils gagnent les élections au sein des universités et répandent au grand jour leurs idées de démocratie aux cris de liberté, souveraineté et indépendance. Le courant patriotique libre, mené par le général Aoun, est le fer de lance de la résistance. Malgré la menace et la répression, les manifestations se succèdent dans les rues de Beyrouth et sont relayées par la diaspora libanaise à l'étranger. L'opposition s'intensifie et les Libanais de toute confession se rassemblent dans un même combat, la libération et la démocratie. La Syrie voit tout ça d'un mauvais œil et le 7 août 2001, Émile Aoud déclenche la plus grande rafle de l'histoire du pays. Ils font kidnapper des centaines de résistants et les jettent en prison. Le 9 août, les manifestations de contestation sont violemment réprimandées. Le 11 septembre 2001, les États-Unis sont sous le choc. Le terrorisme a frappé le cœur de l'Amérique. Après un long examen de conscience, la nouvelle administration américaine remet en cause ses alliances avec les pays terroristes du Moyen-Orient. Le régime syrien est de nouveau sur le banc des accusés, son rôle dans le terrorisme international est reconnu et l'occupation du Liban par la Syrie est enfin dénoncée.